Voilà, je propose qu'on commence. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre webinaire sur la digitalisation du LQS. Je m'appelle Marie-Julie Lambert et je suis gestionnaire de projet chez Blue Square et j'encadre ce projet de développement d'outils digital LQS. Alors la session d'aujourd'hui devrait durer environ 1 heure et sera scindée en 3 parties. Alors juste avant de présenter le planning, je vais revenir sur le mode de fonctionnement du webinaire. Donc l'ensemble des micros des participants ont été coupés pour éviter les interférences sonores. Voilà, c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous exprimer à l'oral. Par contre, on vous encourage à utiliser soit le chat si vous voulez interagir ou réagir à certaines choses qui sont partagées, soit d'utiliser la section Q&A qui est disponible sur le Zoom pour poser des questions et ça permettra d'avoir déjà une liste de l'ensemble des questions à adresser aux différents interlocuteurs. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, la session d'aujourd'hui sera scindée en 3 parties. Donc, on aura d'abord une introduction qui sera réalisée par le docteur Shedi Mededi et par Marine Juster de Ginger. Donc, ils nous présenteront en fait un rappel théorique sur le LQS ainsi que les différents challenges qui y réfèrent. Alors, docteur Shedi Medebi est référent en santé numérique au pôle santé de Ginger et Marine Juster est référente en vaccination dans la division santé du groupe Ginger. Ginger est un cabinet international de conseil en santé publique avec plus de 40 ans d'expérience dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et Ginger est présent dans plus de 100 pays et travaille en étroite collaboration avec les ministères de la Santé et les programmes nationaux de vaccination, avec le soutien de bailleurs internationaux tels que Gavi, la Banque mondiale ou la Fondation Gates ou encore l'Union européenne. Alors ensuite, on aura le plaisir d'avoir avec nous Martin de Wulf, qui est CTO de Blue Square, qui vous présentera l'outil LQS qui a été développé et les différentes fonctionnalités de celui-ci. Martin chapeaute l'équipe de développeurs chez Blue Square et on développe chez Blue Square différents outils, dont Yazo qui va être utilisé ici pour faire la digitalisation du processus LQS. Alors Blue Square est une entreprise belge qui fournit des solutions digitales et des services en lien avec la gestion des données. On accompagne les gouvernements et les organisations afin qu'ils prennent des décisions plus intelligentes et les plus opportunes grâce à des meilleures données et à une gestion renforcée de celles-ci. Et donc Ginger et Blue Square ont collaboré ensemble pour améliorer la standardisation et le déploiement du processus LQS afin de mieux mesurer la couverture des interventions de santé. Et donc dans cette optique, Ginger et Blue Square ont collaboré sur ce projet pour développer une solution digitale qui va vous être présentée aujourd'hui. Et enfin, le troisième intervenant, ici, il arrive à nous rejoindre, c'est le docteur Brice Edzoa du programme élargi de vaccination du Cameroun, qui coordonne, c'est le coordinateur en fait de la région du centre au Cameroun au sein du programme élargi de vaccination. Et donc, il a joué un rôle clé dans la phase de mise en œuvre du projet pilote de cet outil-là, depuis l'appropriation de l'approche LQS dans sa région jusqu'au déploiement opérationnel sur le terrain. Son implication active a permis de tester concrètement l'importance du LQS pour le suivi de la performance de la vaccination de routine, mais aussi d'identifier en fait les conditions pratiques de son intégration dans les activités du PEV. Voilà, donc ça c'est le programme pour aujourd'hui. Avant de commencer les présentations, on aimerait juste faire un tout petit sondage de 3 questions qui va s'afficher à l'écran. Donc on vous invite simplement à remplir le questionnaire qui s'affiche maintenant à l'écran avec 3 questions très simples. Vous pouvez simplement cocher les réponses et soumettre les résultats.
dans le formulaire si on a atteint taux de participation. C'est évident. Est-ce que alors, le questionnaire pour voir les résultats? Super. Donc, merci à tous d'avoir répondu. Donc, on voit qu'on a eu 47 personnes qui ont répondu au sondage. Donc, on voit qu'on a un mix dans l'audience avec des gens qui ont déjà utilisé et réalisé des enquêtes LQS et d'autres qui n'ont jamais fait ça, plus ou moins moitié-moitié, on va dire, avec des cas d'utilisation un peu multiples. Donc, soit pour suivre la qualité de service, suivre la couverture d'une campagne. Donc, c'est souvent des use cases importants du LQS ou pour évaluer la performance d'un programme. Et en termes d'outils, donc on voit qu'on a aussi un mix assez important entre des outils papier qui sont quand même voilà, 13 personnes sur 26, donc 50%, des outils mobiles comme des questionnaires tels que Kobo ou ODK, et puis assez peu au final d'Excel ou de tableur. Donc merci pour ces réponses, ça nous donne un peu d'informations sur le niveau de connaissance de l'audience du webinaire. Donc voilà, je propose qu'on commence maintenant et qu'on rentre dans le vif du sujet. Juste vous rappeler et vous encourager à poser des questions via la section questions et réponses du Zoom ou à communiquer dans le chat si vous avez des commentaires à faire. Voilà, donc je vais donner la parole à Marine Juster de Ginger pour pouvoir commencer avec la première partie sur la théorie et les méthodes et applications du LQAS pour le suivi des programmes de santé. Merci. Merci beaucoup Marie-Julie et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Donc là, comme le disait Marie-Julie en introduction, je suis Marine Juster, chef de projet au sein du pôle santé du groupe Ginger et aussi référente de notre groupe technique vaccination. Donc on va commencer ce webinaire par un rapide rappel des aspects théoriques et des concepts de base de cette méthode LQAS. L'objectif ici, c'est de donner une bonne compréhension à tous les participants de ce que c'est, pourquoi on l'utilise, comment il fonctionne et comment le numérique ensuite peut en décupler sa puissance. Donc sur la slide suivante, qu'est-ce que le LQAS? Donc commençons par sa définition. Donc le LQAS, c'est une méthode statistique d'assurance qualité qui permet d'évaluer rapidement et aussi à moindre coût si une zone géographique ou bien une population cible atteint un certain seuil de performance qui est prédéfini. Donc ça peut être par exemple un taux de couverture vaccinale. Donc, il y a trois caractéristiques fondamentales pour le LQAS. C'est d'abord, ça repose sur des bases statistiques rigoureuses, donc des probabilités et inférences qui garantissent donc des décisions qui sont fondées sur des preuves. Deuxièmement, c'est qu'il est rapide et économique. On utilise des petits échantillons par lot, ce qui rend du coup le LQAS applicable là où des enquêtes exhaustives seraient trop coûteuses ou bien trop longues. Et enfin, c'est la décision qui est binaire. Donc, chaque lot est classifié soit réussi, soit échoué, selon un seuil prédéfini. Donc, cette simplicité, elle facilite vraiment une prise de décision immédiate sur le terrain.
Ensuite, pourquoi le LQAS? Donc, sans monitoring indépendant, il y a plusieurs problèmes récurrents qui apparaissent. La couverture réelle est souvent surestimée par les équipes de terrain. Les zones sont insuffisamment couvertes, passent sous le radar et les ressources sont parfois mal allouées. Et du coup, la confiance des bailleurs, mais aussi des gouvernements, s'érode et il n'y a plus de preuves objectives. Et du coup, les actions correctives arrivent trop tard pour avoir de l'impact. Donc, face à ce constat-là, le LQAS, lui, il apporte une réponse directe à chacun de ces problèmes-là. Il établit la vérité terrain, il identifie les lacunes spécifiques et il produit des rapports qui sont vérifiables à la fois pour les ministères et les partenaires. Et il permet aussi une allocation des ressources qui sont basées sur des données et pas sur des suppositions. Avant d'aller plus loin, un rappel rapide des quatre concepts fondamentaux autour de cette méthode LQAS. D'abord, le lot. Donc, le lot, c'est l'unité d'analyse de base pour le LQAS. Donc, ça peut être typiquement une zone administrative, un district, une commune, une aire de santé. Donc, chaque lot est évalué de façon indépendante. Donc, en pratique, on utilise un échantillon de 60 sujets par lot pour la polio et 50 enfants, par exemple, pour la SMC. Ensuite, le seuil de performance. Donc, c'est la valeur cible qu'un lot doit atteindre. Donc, par exemple, au moins 90% de couverture. Donc, concrètement, un lot est réussi si le nombre d'enfants non atteints est inférieur ou égal à une valeur critique appelée D. Et pour la polio, ce D est fixé à 7 pour un échantillon de 60. Ensuite, il y a la règle de décision qui découle directement de là. Donc, si plus de D unités ne satisfont pas aux critères, dans ce cas-là, on dit que le lot est classifié échoué. Et ceci déclenche automatiquement des actions correctives. Donc, ça peut être par exemple une nouvelle ronde de vaccination, une redistribution de moustiquaires ou encore une communication ciblée. Et enfin, les erreurs statistiques. Donc, c'est un point important ici. En LQAS, comme en toute méthode statistique, il y a deux types d'erreurs. Donc, l'erreur alpha, donc ce qu'on appelle un faux négatif, donc classer un bon lot comme échoué, donc on surréagit. Et l'erreur bêta, ou alors faux positif, donc valider un lot insuffisant comme réussi, on sous-réagit. Donc, le design des enquêtes LQAS vise à contrôler ces deux risques simultanément. Donc ici, il existe différentes méthodes d'échantillonnage selon le contexte. Donc il y a d'abord l'aléatoire simple, donc c'est la méthode de référence. Chaque unité a la même probabilité d'être sélectionnée. Donc elle nécessite une liste complète de la population et élimine les biais. Il y a aussi l'échantillonnage systématique, qui sélectionne ici des unités à intervalles réguliers. Donc c'est pratique sur une liste ordonnée, mais il y a un risque de biais si la population a une structure cyclique. Il y a également l'échantillonnage stratifié, donc qui divise la population en sous-groupes homogènes avant de tirer l'échantillon. Donc ici, c'est utile quand on veut de la précision par sous-groupe, par exemple par âge, par genre ou par région. Il y a également l'échantillonnage par grappe qui sélectionne d'abord des villages ou bien des quartiers entiers. Donc c'est très utile pour réduire les coûts de déplacement dans des zones dispersées. Et bien sûr, il y a l'échantillonnage par lot qui est au cœur ici du LQAS lui-même. Donc chaque lot est une zone administrative et qui est évaluée indépendamment. Et enfin, on a l'approche multi-étape qui, elle, combine plusieurs de ces méthodes pour permettre de s'adapter à des structures de population plus complexes. Donc, le choix de la méthode, il dépend toujours du contexte terrain, des ressources disponibles et de la qualité des données de population existantes. Donc, passons maintenant au processus concret du LQAS, donc de la planification à la prise de décision. Donc, d'abord, l'étape 1, c'est définir l'objectif. Donc, quel indicateur veut-on mesurer? Quel est le seuil acceptable? Donc, par exemple, atteindre au moins 90% de couverture vaccinale. La deuxième étape, c'est définir les lots. Donc, quelles sont les zones géographiques à évaluer indépendamment? L'étape 3, c'est le plan d'échantillonnage. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, quelle méthode on retient ici, quelle taille d'échantillon, et c'est à ce stade que les décisions méthodologiques sont prises. Et du coup, elles conditionnent toute la suite. L'étape 4, c'est la collecte de données. Donc, sur le T1, via des questionnaires, donc digitaux ou bien version papier, avec une supervision forte. L'étape 5, c'est l'analyse et la décision. Donc, les résultats sont comparés au seuil D qu'on a fixé au préalable. Chaque lot est classifié en passé ou bien échoué. Et enfin, la dernière étape, c'est les actions correctives. Donc, les lots en échec déclenchent des interventions ciblées. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, soit du rattrapage vaccinal, de la redistribution ou encore une communication de proximité. Donc, un point d'attention essentiel ici, c'est la rigueur à chaque étape qui est importante. Donc, un biais introduit lors de l'échantillonnage ou de la collecte compromet ensuite l'ensemble de l'évaluation. Donc, ils seront ici avec un exemple concret avec la vaccination contre la polio. Donc, le protocole LQAS, il se déroule en 5 étapes. Donc, d'abord, la définition des lots. Donc, ici, les zones administratives, donc des districts ou bien des communes avec 60 enfants ciblés par lot.
Ensuite, la sélection des clusters, donc par probabilité proportionnelle à la taille, donc PPS. 6 clusters par lot qui sont sélectionnés aléatoirement parmi les villages ou les quartiers avec une probabilité proportionnelle à leur taille. Ensuite, on passe à la sélection des ménages. Donc, dans chacun des clusters, on définit 4 secteurs d'environ 20 ménages. Donc, un ménage de départ est tiré au sort, puis on enquête chaque deuxième ménage. Et enfin, la collecte. Donc, l'indicateur principal ici, c'est la marque au doigt, donc la tache de colorant qui prouve qu'un enfant a reçu ou non le vaccin oral. Et enfin, la dernière étape, c'est la décision. Donc, si la proportion d'enfants vaccinés est inférieure au seuil, le lot est classifié échoué et une campagne de rattrapage dans ce cas-là est déclenchée. Voilà. Je laisse la parole à Dr Chedi pour pouvoir présenter les forces et les défis de la méthode LQIS. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Marine, et ravi d'être parmi vous. Merci à tous et à toutes pour votre participation à ce webinaire. Donc, sur cette slide, on voit effectivement les différentes forces du LQAS et pourquoi, qu'est-ce qui fait du LQAS l'outil privilégié des programmes de santé publique. Alors, tout d'abord, c'est le rapport coût-efficacité, c'est-à-dire qu'on peut faire de petits échantillons et donc consommer moins de ressources humaines et financières. Ça peut être idéal dans des contextes à ressources limitées. Ensuite, il y a la rapidité d'analyse avec des résultats disponibles très rapidement après la collecte, donc, et qui permettent des décisions ou des actions correctives même pendant la campagne. Troisièmement, il y a la simplicité méthodologique, car c'est une méthode qui ne requiert pas d'expertise statistique avancée. La règle de décision binaire est facile à comprendre et à appliquer sur le terrain. La polyvalence d'application avec une adaptabilité à des contextes variés. Le LQS peut être utilisé dans des campagnes de vaccination, des campagnes de distribution de moustiquaires, des campagnes de soins prénatales. Et c'est une méthode qui est fonctionnelle en zone urbaine et en zone rurale. Ensuite, l'identification ciblée. Le LQS permet d'identifier les lots spécifiques ne répondant pas aux critères, donc ce qui permet une allocation focalisée de ressources là où l'impact est maximal. Et enfin, la surveillance continue. Il peut être réalisé à chaque round de la campagne pour avoir un suivi temporel. Et donc, ça permet de documenter des tendances, par exemple, ou des améliorations sur plusieurs cycles. Slide suivante, s'il vous plaît. Oui. Alors, par contre, il y a certains défis dans la manière, disons, traditionnelle de procéder sur le terrain avec le LQAS et le monitoring indépendant. Tout d'abord, il peut y avoir une complexité d'échantillonnage avec il peut nécessiter une formation méthodologique solide qui peut être difficile à mettre à l'échelle. Il peut y avoir aussi dans certains contextes un manque de données de référence fiables, ce qui fausse bien sûr l'échantillonnage. Et puis l'échantillonnage centralisé ignore souvent les contraintes du terrain. Pour ce qui est de la collecte de données et de l'aspect logistique, les petits échantillons entraînent tout de même des coûts de déplacement élevés, surtout dans les zones reculées. Il y a certains clusters qui peuvent être inaccessibles ou non sécurisés, ce qui peut retarder la collecte de données. Et une connectivité limitée ou insuffisante peut limiter la supervision en temps réel et la transmission des données. Pour le volet analyse, le nettoyage manuel des données ralentit l'analyse et introduit des risques d'erreur. Les résultats binaires réussis, échoués masquent la performance. Et puis l'absence de résultats désagrégés ou locaux limite la prise de décision et les améliorations ciblées. Voilà. Et donc, c'est là qu'intervient l'apport du digital. Et donc, la digitalisation du LQAS, qui est notre sujet aujourd'hui, permet de transformer en fait toutes les étapes quasiment grâce aux outils numériques. En commençant par l'échantillonnage, donc on peut faire différentes méthodes, différents algorithmes d'échantillonnage, donc des algorithmes de probabilité basés sur la taille ou des algorithmes aléatoires automatisés. On peut faire un remplacement d'échantillonnage automatique. Et on peut programmer plusieurs scénarios possibles d'échantillonnage. Pour le deuxième volet, donc la collecte de terrain, on peut collecter les données sur format, sur application mobile, donc comme notre outil Yazo que nous allons voir après, avec une skip logique, donc un enchaînement du formulaire selon les différentes réponses données. On peut ajouter des fonctionnalités de géolocalisation GPS et de géofencing. On peut aussi remplir les données en mode hors ligne avec une synchronisation automatique si la connectivité s'avère difficile.
Et puis, on peut avoir des instructions intégrées pour les enquêteurs directement sur l'application de collecte. Pour ce qui est de l'analyse et des résultats, le nettoyage des données se fait désormais automatiquement. On peut avoir des résultats en instantané par l'eau et puis on peut générer les intervalles de confiance. Enfin, le volet visualisation des données permet aussi l'analyse. Donc, on peut avoir des cartes chloroplètes en temps réel. On peut avoir des tableaux de bord interactifs, comme nous allons voir après, avec des codes couleurs par seuil de performance. Et on peut aussi avoir un export des données et des rapports automatisés. Donc, la digitalisation réduit les biais, accélère la prise de décision et permet une supervision en temps réel, même en zone à faible connectivité. Voilà. Par exemple, sur cette slide, on peut voir donc, notre outil avec Blue Square. Donc, c'est l'outil Yazo, qui est un outil qui peut être utilisé pour digitaliser l'ensemble du processus, l'échantillonnage, comme on a dit, la collecte de données, l'analyse des données et la visualisation des résultats. Voilà. Pour mener à bien des campagnes de monitoring LQAS digital, il y a certaines recommandations. Donc, automatiser l'échantillonnage avec des algorithmes de sampling automatisés et la possibilité de faire tourner des scénarios. Digitaliser la collecte, comme on a dit, avec des applications mobiles en mode offline, du geofencing, skip logic et de la transmission automatique. Automatiser l'analyse avec des résultats instantanés, la génération d'intervalles de confiance, la visualisation géospatiale et des tableaux de bord analytiques. Et enfin, ne pas oublier le renforcement de capacité avec la formation rigoureuse des superviseurs et des enquêteurs, avoir des procédures, donc des SOP standardisés et un système de feedback aussi en temps réel. Donc, le LQS digital devient vraiment un pilier incontournable pour des campagnes de santé publique à impact mesurable. Voilà. Merci Merci. Oui. beaucoup. Merci beaucoup, du coup, Dr. Chedi et Marine, pour cette présentation-ci. Donc, on va passer à la deuxième partie du webinaire avec une présentation de l'outil et une démonstration live par Martin, du coup, le CTO de Blue Square. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais enchaîner simplement avec une présentation pratique des outils qu'on a utilisés dans un pilote au Cameroun que M. Zoa pourra présenter juste après. Donc moi, je vais vous présenter les outils, lui il vous présentera plus la pratique qu'ils en ont eu et les résultats. Euh, donc, alors, voilà. Donc juste ce que je vais vous présenter, en fait, je vais vous présenter une démo live, mais juste pour que vous sachiez exactement ce qu'il va y avoir. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est qu'on a un outil qui permet de spécifier la zone globale d'intervention dans laquelle on va procéder à la vérification par LQAS. Je vais vous montrer le procédé de tirage au sort avec configuration des lieux qui sont vérifiables. On peut en exclure éventuellement certains pour des raisons X ou Y. Ensuite, je vais vous montrer l'assignation des lieux aux différents vérificateurs, la collecte de la donnée sur le terrain. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble finalement sur l'application mobile. Et puis le suivi du progrès de la campagne LQAS sur des tableaux de bord. L'analyse des résultats, je vous montrerai rapidement, mais je passerai la parole à ce moment-là au PEV Cameroun. Des mots. La première chose qu'on peut faire en fait dans un outil digitalisé comme Yazo, c'est faire des choses comme ceci, simplement identifier la région dans laquelle vous allez avoir les différents centres de santé dans lesquels vous allez dépêcher. Donc, dans ce modèle-ci de LQS, pour ce pilote, le travail était d'estimer la qualité de la vaccination à travers le pays, dans différentes régions, en faisant un tirage au sort des centres de santé dans lesquels la vérification allait être faite. Donc, la première chose, c'est d'avoir à disposition toutes ces données sur l'emplacement des centres de santé. C'est souvent disponible à travers des HIS2. Donc ça, c'est la première étape. Vous avez vos centres de santé disponibles. La deuxième étape, c'est qu'en fait, on a une interface de planning. Je vous passe des étapes pour que ça soit plus facile, mais ce qu'on met à disposition finalement des utilisateurs maintenant, c'est une nouvelle méthode qui permet de faire de l'échantillonnage. Donc, parmi toutes les structures qui sont ici, je vais lancer un échantillonnage que je peux spécifier
Donc, par exemple, dans mon cas ici, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est vraiment, je prends un exemple, vos chiffres sont peut-être différents, mais j'aimerais travailler à travers 5 zones de santé, éventuellement en excluant une. Parce que en fait, dans cette zone-là, il n'y a pas d'habitants, ou je ne sais pas, ou il n'y a pas quelque chose de ce goût-là, où la vérification a été faite il y a une semaine, et ce genre de choses. Donc, il y a moyen de spécifier ça. Ensuite, on peut, dans chaque zone de santé, spécifier combien de centres de santé on souhaite visiter. Disons qu'on va en visiter 12, et on peut lancer l'échantillonnage. L'échantillonnage, ça va assez vite, ça dépend éventuellement du nombre de structures de santé que vous avez. En général, ça prend moins de 30 secondes. Mais par sécurité, au cas où ça prendrait un peu plus de temps, j'ai déjà ici préparé finalement le résultat d'un échantillonnage. Donc, parti sur les structures de départ, on a fait simplement un échantillonnage qui s'est réparti sur un certain nombre de zones de santé et avec un certain nombre de centres à visiter. Donc là, ça, c'est la partie où finalement, il y a vraiment ce tirage au sort qui évite qu'on privilégie finalement des lieux qui soient plus faciles d'accès. Euh, ou plus confortable quelque part, et qu'on essaie vraiment de couvrir tout le terrain. Donc ça, c'est ce qui se passe ici. Le tirage au sort a eu lieu. Donc en fait, maintenant, il faut envoyer des gens partout. À chacun de ces points orange, il faut envoyer des gens. Pour ça, ben, en fait, on a une interface spécifique. Donc ça, c'est l'interface de planification qui est là. Donc chacun des centres de santé est présent sur la carte. Et en fait, il est possible d'attribuer chacun de ces centres à une personne. Donc chaque personne a une couleur ici que vous pouvez choisir. Et on peut donc, dans l'interface, directement décider d'assigner un centre à quelqu'un. Donc, par exemple, ici, je vois que ce mauve-là, ça ne fait pas beaucoup de sens de ne pas le donner à la personne qui s'occupe de tous les centres bleus, puisqu'elle fait ce travail dans cette région-là. Eh bien, on va lui assigner. Donc, on lui assigne. Et voilà, simplement, le centre est assigné. Donc, maintenant, il y a un petit processus de publication du planning. Ici, c'est fini. Vous pouvez le publier. Et le planning devient disponible alors dans une application mobile que je vais vous montrer de suite. Hop, voilà. Dans une application mobile, donc ceci, c'est un téléphone Android que je vous montre, sur lequel on a installé l'application Yazo. Donc, je vous montre le processus complet. Sur cette application, en fait, la personne, donc c'est une des personnes du planning que je viens de vous montrer, reçoit son planning avec les dates de début et les dates de fin. Il lui indique dans combien de temps il devrait avoir terminé normalement, et ce qu'il reste à faire et ce qui est déjà fait. Ensuite, on peut naviguer dans l'application pour aller voir l'avancement du travail. Donc, il y a deux façons de naviguer dans tout ça. Soit il y a une carte où on peut voir en vert les endroits qui ont déjà été faits, en rouge les lieux qui restent à faire, et une version liste si vous préférez. Et donc, ici, on est dans des postes de santé qui sont probablement pas difficiles à trouver, mais si vous aviez des ménages, vous auriez peut-être une nécessité de vous guider pour vous y rendre. On a deux solutions. Soit ça va ouvrir Google Maps si vous avez, enfin, ce que vous avez sur votre téléphone comme outil de navigation. Soit ça va aussi rendre disponible une petite boussole qui peut vous indiquer dans quelle direction vous devez vous rendre, ce qui peut être en particulier utile si vous travaillez, par exemple, sur des ménages dans un village. Bon, ici, je suis assez loin du Congo, qui est ma zone d'exemple, donc ça ferait beaucoup de marches pour arriver. Mais ça vous montre voilà, le fonctionnement. Alors après, une fois que vous êtes sur place, vous pouvez simplement remplir le questionnaire qui vous a été demandé de remplir. Donc comme vérificateur, ici c'est c'est un très simple formulaire juste pour la démo. Donc évidemment, vous avez tout contrôle et il y a possibilité d'avoir des skips logiques, etc. C'est basé sur des cas à l'origine. Vous pouvez avoir tout ça dans votre formulaire. Donc ici, j'ai juste trois questions. Est-ce que la chaîne de froid est fonctionnelle? Combien de types de vaccins sont disponibles? Et est-ce que le personnel est satisfait? Voilà. Donc, vous faites ça, vous avez terminé.
Et votre travail donc sur la carte apparaît en bleu parce qu'il n'a pas encore été envoyé. Mais ensuite, vous pouvez simplement l'envoyer au serveur et ça devient donc disponible directement dans les interfaces de suivi. Donc ici, ça c'est l'interface de suivi du progrès de la campagne. Vous avez en rouge tous les points pour lesquels il devrait y avoir un rapportage de données. Et en fait, vous pouvez suivre au fur et à mesure de l'avancement. Donc ici, vous avez des points qui sont en vert. Le fait que la vérification a bien eu lieu. Ça existe sous forme de carte, ça existe sous forme de liste, où vous voyez l'avancement dans chacune des zones. Donc ici, on est dans la province du Bandunde en RDC. On voit qu'on a rempli des centres sur les 24. Et donc, on peut faire ce suivi en continu de la campagne LQS. L'étape suivante, c'est simplement le tableau de bord des résultats du LQS. Donc ça, il y a un tableau de bord qui existe, mais je vais laisser le PEV en parler un petit peu, qui vous donne des indicateurs sur le taux de succès, mais aussi éventuellement sur différents critères, hein. Dans le cadre du PEV Cameroun, ils se sont intéressés à la vaccination, à différents types de vaccination, et ils ont calculé les résultats. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner une rapide impression de ce qui est possible de faire en digitalisation avec cette composante particulière du LQS qui est supportée tout à fait nativement dans les outils que nous sommes capables de fournir. Voilà, sur ce, je vais passer la parole et peut-être rendre le partage de l'écran. Je vais m'arrêter. Voilà. Merci beaucoup, Martin, du coup, pour cet échange et pour cette démonstration. Donc, on va en effet passer maintenant la parole au dernier intervenant, donc docteur Brice Edzoa, du coordinateur de la région du centre du PEV Cameroun. Merci Marie-Julie de nous passer la parole. Bonsoir à tous. Tout à l'heure, vous avez suivi des présentations d'abord théoriques sur le LQAS et je viens de suivre également la présentation sur l'utilisation de l'outil par Martin. Ce que je vais présenter, ce sera principalement le volet opérationnel de l'utilisation du LQAS dans le cadre de la routine avec une expérience dans la région du centre. Je sais pas si on peut partager l'écran à votre niveau. Est-ce qu'on peut revenir sur une diapo précédente, s'il vous plaît? Léa, ça va? Ou je peux le faire hein, s'il faut. Vous voyez pas mon écran? Moi, On commence un petit peu au milieu, s'il vous plaît. euh, Sinon, ok. Attends, je vais partager. ouais, ok, ça marche. C'est des petits passages de relais qui est toujours un petit peu difficile. Voilà, là vous voyez, je pense, la présentation. OK. D'accord. Le contexte et le problème identifié, c'est qu'il faut retenir en matière de contexte s'agissant de la région du centre, c'est que le centre présente un profil de performance un peu contrasté. Vous avez des districts de santé qui sont à la fois performants, sous-performants et moyennement performants. Et le suivi de la vaccination de routine repose principalement sur les données administratives. Pour avoir des données d'enquête, il faut attendre des enquêtes démographiques et de santé qui interviennent environ 3 à 4 ans. Et vous voyez que c'est un peu trop tard. Ou alors mener des enquêtes spécifiques qui peuvent être très, très coûteuses pour pouvoir prendre des décisions. Alors, ces données constituent la base du pilotage et de la prise de décision au niveau programmatique. S'agissant du problème que nous avons donc identifié au niveau de la région du centre, c'est que les données agrégées des districts peuvent donc masquer des disparités importantes au niveau des aires de santé et des communautés. Et cette difficulté va donc générer une difficulté d'appréciation de la performance réelle de la vaccination sur le terrain. Et en ce moment, jusqu'à ce moment, nous n'avions pas un outil qui pourrait en temps réel nous permettre d'apprécier les couvertures vaccinales et pouvoir apporter des actions rapides au niveau opérationnel. Tiens. Slide, s'il vous plaît. Voilà.
Sur la phase pilote, vous pouvez voir sur cette image la carte du Cameroun et la région du centre, région dans laquelle l'activité pilote a été menée, est tout au centre du pays. Et l'objectif de cette activité, c'était véritablement d'évaluer, grâce au LQAS, le suivi des performances vaccinales, de tester sa faisabilité. Est-ce que le LQAS peut être utilisé dans le cadre de la routine? Est-ce que ça peut être applicable dans une région, dans un district, dans une aire de santé? Et essayer de voir un peu les conditions clés pour la mise en œuvre efficace de tous ces outils qui vous ont déjà été expliqués précédemment. Et les attentes, c'était vraiment de produire des enseignements concrets à l'issue de cette expérience de terrain et d'apprécier aussi la valeur ajoutée hein, du LQAS dans le cadre du pilotage d'un programme élargi de vaccination et contribuer à l'amélioration continue du suivi de la performance vaccinale. Et le seuil défini au niveau du PEV Cameroun était de 80%, s'il vous plaît. Slide. Alors ici, vous avez une vue générale du processus et de la mise en œuvre sur le terrain. Nous avons commencé par le choix du district en collaboration avec les experts de l'application. Et les districts ont été classés en trois catégories. Les districts avec des performances entre 50 et 80, des performances entre 80 et les districts au-delà de 100% aussi, ce qui nous a permis de trier dans la région du centre quatre districts de santé sur 34 et l'unité d'étude, c'était véritablement le district de santé. Et à l'intérieur du district de santé, il fallait sélectionner au hasard, de façon aléatoire, 5 aires de santé. Et l'échantillonnage se poursuivait tel que le prévoit et tel que l'a expliqué les précédents orateurs. Nous avons dans chaque localité identifié 19 ménages et dans une localité, on a tiré au sort un certain nombre de structures. Les populations que nous avons ciblées, c'était les populations, les parents disposant d'un enfant de la tranche de 12 à 23 mois, ce qui représente au niveau de notre pays une proportion de 4% de la population. En termes de collecte des données, c'était pas du papier, c'était du digital. Ce qui a été principalement utilisé, c'était des terminaux Android, smartphone ou tablette. Et l'application utilisée dans le cadre de cette étude, c'était IASO. Il fallait vérifier sur le terrain plusieurs informations. Parmi les plus importantes, c'était le carnet de vaccination ou les présentations, les déclarations des différents parents. Et ensuite, il a fallu analyser toutes ces données et pouvoir ainsi catégoriser les districts de santé en acceptable, en sous-performance réelle ou en discordance entre les données administratives et les données du LQAS. Diapo, s'il vous plaît. Alors, ici, diapo, ici, pour ceux qui se demandent, hein, qu'est-ce que ça a coûté hein, de mettre en œuvre la phase pilote, combien de temps ça a pris pour que ce soit exécuté? Revenez s'il vous plaît, vous êtes allé un peu vite. Voilà. Et ce que ça coûtait de mettre en œuvre la phase pilote, nous avons utilisé environ 25 acteurs de tous les niveaux, niveau central, niveau régional, niveau opérationnel. Et c'est une phase qui a duré au total 5 jours pour la collecte d'informations. Et nous avons attendu à peu près 2 semaines pour procéder à l'analyse. Véritablement, il faut le préciser ici, c'était dû à des conflits de calendrier. À peu près 4 500 8 000 ont été utilisés en termes de budget pour la mise en œuvre. C'est normal, c'était la phase pilote. Et en routine, normalement, le nombre d'acteurs ne peut pas être utilisé. Pour que nous ayons tous le même niveau d'ordre de grandeur, nous avons converti en dollars. C'est environ 7 500 dollars pour cette activité, du début à la fin. Diapo. Alors ici, vous avez les résultats auxquels nous sommes parvenus dans les quatre d'ici de santé qui étaient ciblés. Sur ce tableau, vous avez une comparaison LQAS et routine. On va prendre par exemple un district, le district de santé des Boudoula, qui au LQAS a risqué un score de 60,5%. Au niveau de la routine, nous étions à 64,5% pour le vaccin Penta 3 et pour le vaccin rubéole, rougeole, nous avions au niveau du LQAS un score de 90,8% et la routine à 59%. Donc, vous voyez directement, vous avez la possibilité de pouvoir apporter
une certaine interprétation à ces résultats. Ici, il s'agit d'une sous-performance réelle dans ce district de santé. On a à côté le district de santé de Colbison au niveau du Penta 3 qui est à 82,7%. Mais dans la couverture administrative, nous sommes à 119,1% pour le Penta 3. Et pour la rougeole, nous sommes à 90 et 114%, ce qui semble être acceptable au-dessus du seuil du LQAS. Vous voyez, pour une TUI et pour soi, vous avez d'autres cas de figure qui peuvent également être relevés. Nous avons au total enquêté près de 368 enfants au cours de cette activité. Diapo. Voilà. Donc, nous avons en termes de résultats, pour la suite, des discordances importantes entre les données administratives et les données de terrain. L'action principale, c'est de pouvoir mener des actions concrètes sur la base des données factuelles qui viennent du LQAS pour pouvoir apporter des solutions. On a ici également trois profils de performance districts identifiés. On a pu avoir des sous-performants, des discordances critiques comme en TUI et à soi. Et on a des performances acceptables, mais encore hétérogènes, par exemple dans le district de santé de soi. Vous voyez, quand vous avez la possibilité d'avoir très rapidement ce genre de données factuelles, quand vous êtes un coordonnateur comme je le suis, c'est plus facile pour vous d'orienter les ressources sur le terrain. On a également noté une très forte hétérogénéité à l'intérieur même d'un district de santé. Vous avez des couvertures qui sont comparables d'une localité, qui sont différentes d'une localité à une autre. Alors, quel est l'intérêt donc du LQAS pour la gestion du PEV au regard de l'expérience pilote que nous avons eu l'opportunité de partager? C'est que le LQAS va donc améliorer la précision en fournissant des données claires issues du terrain pour cibler les interventions de vaccination. Il ne s'agira plus de chercher simplement à attendre les données administratives ou dire tel district de santé est prioritaire ou pas. Deuxièmement, le LQAS, dans la routine, identifie les zones priorisées pour le rattrapage des enfants non vaccinés et l'intensification des stratégies avancées. Le LQAS va permettre également l'allocation des ressources humaines, logistiques et financières pour la microplanification. Actuellement, dans beaucoup de pays en en Afrique subsaharienne, ce qui se passe, c'est que véritablement, toutes les aires de santé, toutes les localités reçoivent les ressources de façon identique sans prendre véritablement en compte les besoins sur le terrain. Et enfin, le LQAS complète d'autres outils du PEV en apportant une analyse très rapide, vraiment contrairement aux autres enquêtes, pour une réponse proactive aux insuffisances. Diapo. Donc, la phase pilote que nous avons eu l'opportunité de mener dans la région du Centre Cameroun a démontré que le LQAS fonctionne efficacement dans les conditions réelles avec l'engagement des équipes locales. Ça peut être contrôlé directement avec un peu de formation à partir du chef de district. Donc, le médecin chef de district peut lancer un LQAS dans sa localité pour pouvoir faire les priorisations. L'approche aussi que nous avons utilisée a permis un échantillonnage reproductible et une identification claire des zones prioritaires. La preuve est qu'après cette activité, les districts de santé qui ont été ciblés et trouvés prioritaires ont commencé déjà à mener des actions pour rattraper les enfants. Vous voyez que rien qu'en ayant l'information, on peut prendre de meilleures décisions. Et les outils numériques ont également amélioré la collecte, la géolocalisation, le repérage sur le terrain. Et il a fallu également superviser la rapidité des résultats pour une meilleure prise de décision. Et la collaboration entre le niveau régional, les niveaux districts, les niveaux communautaires nous a permis de renforcer l'appropriation de l'approche par tout le PEV à tous les niveaux. Alors, comme leçon apprise et les orientations futures, nous pensons renforcer l'intégration des résultats du FQAS avec des données de routine pour une meilleure interprétation commune, améliorer la visualisation, la communication des résultats pour encourager leur appropriation par les différents districts de santé. Nous sommes encore au niveau régional et nous espérons que le PEV nous appuiera là-dessus. Structurer le retour d'informations vers les districts de santé pour nous assurer du suivi continu des actions correctrices. Ces résultats ne sont pas restés, je vous l'ai dit,
dans la machine. Ils ont été partagés avec les districts qui sont en train de prendre des actions et intégrer le LQAS comme un outil périodique de suivi et d'alerte pour améliorer la performance du programme élargi de vaccination au niveau du Cameroun et au niveau de la région du centre Diapo. Alors ici, nous avons quelques images de terrain de l'activité. C'est très pratique. Vous avez des enquêteurs qui sont allés dans des endroits assez reculés pour collecter des informations. Et c'est globalement quelques photos qui retracent un peu la descente de ces enquêteurs sur le terrain. Voilà, diapo. Ici, il a fallu aller à des endroits très reculés, il fallait traverser, utiliser des pirogues, etc. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Enzo, pour cette très riche présentation et pour le succès de ce pilote au Cameroun. C'est chouette de voir les résultats comme ça. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Je voulais juste encourager, pardon, les différents participants à poser des questions si vous en avez à travers le Q&A du Zoom. On a une première question qui est arrivée de Monsieur Christian Kwakam qui posait une question sur la dernière strate contenant les unités statistiques qui devront être enquêtées. Donc, je pense que Martin de Wulf pourrait réagir et répondre par rapport à ça. Donc, la question, c'était de savoir s'il y avait une possibilité de changer le niveau selon la pyramide sanitaire auquel on voudrait réaliser l'enquête LQS. Merci. Oui, tout à fait. Donc ici, on a montré avec des centres de santé, mais ça pourrait être des villages ou des ménages sans aucun problème. Donc si vos ménages ont été encodés durant une campagne, par exemple, et que vous polio, ça serait un bon exemple, et que vous avez pris effectivement même pas forcément besoin d'avoir la position, vous pourriez vous contenter d'avoir le nom, mais évidemment avec la position, c'est plus facile de retourner faire de la vérification, mais vous pouvez travailler à ce niveau de détail-là. Peut-être un autre point qu'on peut mentionner, c'est que souvent, en fait, on envoie un endroit, mais les enfants qu'on va précisément vérifier, par exemple, ne sont pas spécifiés à l'avance. Donc, il y a une partie encore qui se fait un petit peu sur le terrain de choisir, simplement parce que c'est pas forcément réaliste de retrouver exactement les enfants sur le terrain. Donc voilà, mais les deux sont possibles, donc vraiment un niveau ménage, un niveau plus détaillé ou de travailler à des niveaux supérieurs. Et il y a moyen d'avoir, là j'ai montré quelque chose avec deux niveaux de configuration, mais en fait vous pouvez, toutes toutes les strates de votre pyramide peuvent être incluses dans le tirage au sort avec des contraintes sur ce que vous voulez ou vous ne voulez pas inclure dans le tirage au sort. Merci beaucoup, Martin. Je pense que c'est un point important, en tout cas dans le pilote au Cameroun. Ils enquêtaient les enfants, je ne sais plus exactement, mais de 0 à 18 mois. Enfin, en tout cas, c'était très restrictif sur l'âge des enfants, ce qui a fait que, voilà, il y avait des villages qui étaient sélectionnés par l'échantillonnage, mais lorsqu'on arrivait dans le village, en fait, il n'y avait pas d'enfants de cet âge-là. Et donc, l'application permet d'avoir des villages de substitution, un, voire deux, voire trois villages de substitution pour pouvoir compléter en fait en fonction de notre cible et pouvoir compléter ainsi l'échantillonnage. Je ne sais pas, docteur Edzoa, si vous voulez réagir par rapport à ça. Le micro est coupé. Voilà, tout à fait. Marie-Julie, sur le terrain, nous avons eu effectivement, surtout dans des zones reculées, des villages, des localités entières où vous n'avez pas d'enfants de 12 à 23 mois qui vivent dans cette localité. Et bien évidemment, l'enquêteur, lorsqu'il arrive, il se rend compte qu'il y a un problème, il signale à la supervision qui fait ce travail d'identifier à partir de la plateforme une nouvelle localité où pourraient se retrouver ces enfants cibles et pouvoir poursuivre son enquête. Véritablement, on ne s'arrête que si on a pu atteindre le quota qui a été fixé à chaque enquêteur au début de l'enquête. Voilà. Il y a une nouvelle question qui vient de Monsieur Batouakwile, qui demande si l'application est capable de rejeter les données au cas où l'enquêteur n'est pas arrivé dans la grappe indiquée par le niveau central. Donc ça, je pense que Martin, tu peux à nouveau réagir par rapport à ça. Excuse-moi, j'ai pas entendu la dernière phrase.
Donc la question, c'est est-ce que l'application est capable de rejeter les données au cas où l'enquêteur n'est pas arrivé dans la grappe indiquée par le niveau central? Oui, donc en fait, ce qu'on peut faire, donc il y a deux choses. En fait, on peut forcer sur le mobile que la personne soit sur place. Donc, en fait, s'il y a une aire de santé bien définie et que la personne doit se rendre dedans, ben, en gros, si elle n'est pas dedans, on va l'empêcher de remplir la donnée. Donc, il y a ça dès l'origine. Et par ailleurs, il y a moyen, ce n'est pas obligatoire, mais il y a tout à fait moyen, et on l'a fait, d'activer le suivi GPS. Et donc, chacune des enquêtes, de savoir si elle a bien été faite à proximité de l'endroit où elle était censée être faite. Donc en fait, il y a un suivi finalement aussi possible, mais pas obligatoire, de la présence sur place. Je pense que c'était ça la question. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, il y a encore une autre question sur, ben, voilà, sur le fait que c'est intéressant d'avoir des pilotes qui coûtent assez peu et que du coup puissent être refaits de façon périodique. Et donc, il y avait une question sur l'échantillonnage. Est-ce qu'on est obligé d'avoir le même nombre de grappes par district et comment le nombre de grappes a-t-il été déterminé par district? Je ne sais pas si docteur Edzoa, vous pouvez prendre cette question-là. Je préfère passer la main à Raoul Tupeb, qui était à l'initiative de la planification. Raoul, tu peux répondre à cette question, s'il te plaît. J'avais des petits soucis de connexion là. Julie, c'est quelle question il s'agit? Donc, la question, Allô? Raoul, c'est de savoir comment est-ce qu'on a déterminé le nombre de grappes par district et est-ce qu'on avait à chaque fois le même nombre de grappes par district? Euh, pour, c'est vrai que dans la littérature, pour avoir un taux acceptable, nous, le nombre de grappes était, qu'on nous a proposé 5. C'était 5 par district, c'est-à-dire 5 aires de santé. Maintenant, est-ce qu'on a eu le même nombre? Nous avons eu un district de santé selon les critères qui avaient été choisis dès le départ. Un district de santé, donc, qui n'avait que 4 aires de santé. Donc là-bas, on a fait, dont l'algorithme de sampling a sélectionné toutes les aires de santé par défaut. Donc, c'était le type de santé des Vaudoula, où là-bas, toutes les aires de santé ont été testées complètement. Donc, ça, c'est... Mais partout ailleurs, partout ailleurs, c'était 5 aires de santé par district de santé. Donc, de façon aléatoire, il fallait choisir 5 aires de santé par district de santé. Merci Raoul. Donc je pense que ce qui est important ici de noter, c'est que ben voilà, on a eu le cas du Cameroun. Après, tout est modifiable et on peut adapter au cas d'étude spécifique de l'enquête. Et donc évidemment, l'application permet hein, ce genre de choses, d'avoir des nombres différents en fonction de certains districts ou de certains niveaux. Tout ça est modulable assez facilement. Alors, il nous reste seulement 2 minutes. Donc, je regarde juste pour prendre une dernière question. Il y a des questions sur les nombres de ménages. Bon, on a pris 19 ménages parce que c'est ça qui était recommandé dans la méthodologie LQS. Voilà, ça, c'est des choses, on pourrait prendre 20. Enfin, ce sont des détails. Euh, et donc, peut-être la dernière question qui est assez intéressante, c'est sur les écarts entre les données administratives qui sont parfois très élevées, hein, plus de 100% dans ce que vous avez montré, docteur Edzoa. Euh, Quelles sont les raisons que vous avez identifiées pour expliquer en fait les écarts entre les données LQS et les données administratives? Est-ce que quand vous avez présenté ça au district, est-ce que ça leur parlait? Et comment est-ce que vous avez corrigé ça? Merci. Ok, merci beaucoup. J'ai effectivement lu la question sur les discordances entre les données administratives et les données du LQAS. Les discordances allaient dans les deux sens. Vous avez d'un côté des données administratives qui étaient supérieures, très supérieures, largement supérieures aux données du LQAS,
Et dans l'autre sens, vous aviez des données du LQAS qui étaient supérieures aux données administratives. Effectivement, c'est assez curieux et nous nous sommes intéressés à comprendre ce qui est en train de se passer. Dans le cas de figure où vous avez des données LQAS qui sont inférieures, très drastiquement inférieures aux données administratives, il se pose donc un problème de dénominateur. Vous avez donc un district de santé comme le district de santé de Soie qui a, qui est à côté, par exemple, de la ville de Yaoundé et qui est envahi avec de nouveaux quartiers. Nous avons le dernier recensement général de la population qui date de 2005. Nous sommes en 2026, ça fait plus de 20 ans. Donc, même en faisant des projections de population sur 20 ans, et on ne prend pas forcément en compte l'évolution des nouveaux quartiers, etc. Donc, nous avons un problème de dénominateur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un problème de sous-rapportage. Vous avez des activités de vaccination qui sont menées, mais pour lesquelles le district vous dira ou qu'il y a une faible complétude des données qui ont été enregistrées. Par conséquent, vous avez donc un LQAS qui est plus élevé que les données réelles. Donc, c'est un jeu entre les dénominateurs, entre la complétude des données qui peut expliquer en grande partie le cas spécifique des districts que nous avons pu voir. Merci. Merci beaucoup, docteur Edouard. Merci beaucoup, Martin, pour les réponses. Je vois encore pas mal de questions dans le chat, mais on va en prendre bien note. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez continuer ces discussions ou si vous êtes intéressé d'aller plus loin dans les démonstrations de l'outil et d'échanger autour de ça. Voilà, je propose qu'on se tienne au timing qui avait été initialement décidé. On vous partagera dans les prochains jours le recording et les présentations qui ont été faites. On vous partagera aussi un petit sondage d'évaluation. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Nous, on a noté aussi les questions au cas où pour des échanges futurs. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Merci. Bonne fin de journée.